Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément inspirant, comment réinventer son équilibre entre carrière et vie familiale lorsqu'on est parent d'un enfant en situation de handicap. Être parent, c'est déjà un défi au quotidien, mais quand on a un enfant avec des besoins spécifiques, cela demande une organisation, une flexibilité et une résilience hors du commun. Mon invitée du jour en sait quelque chose, elle a choisi d'adapter sa carrière pour offrir le meilleur à son enfant tout en restant épanouie dans sa vie professionnelle. Alors, dans cet épisode, nous allons explorer son parcours, comprendre les ajustements qu'elle a faits et surtout comment elle a réussi à trouver son propre équilibre. J'espère que son témoignage apportera des pistes de réflexion et du courage à toutes celles et ceux qui vivent une situation similaire. Et pour commencer cet épisode, j'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Nathalie, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir. Alors justement, pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Bien sûr, donc je m'appelle Virginie, j'ai 45 ans. Si j'avais une manière de me présenter, je dirais que intrinsèquement, j'adore aider mon prochain et surtout toutes les personnes que j'ai autour de moi, que je côtoie et qui m'entourent. Le plaisir d'aider, d'apporter du bonheur autour de moi. J'ai commencé ma vie de manière très classique. J'étais la bonne élève qui fait des grandes études. J'ai commencé en tant que salarié, ingénieur dans l'automobile, puis dans le luxe, dans la gestion de gros projets informatiques. Et puis, grossesse du troisième enfant. J'ai vécu des moments et des situations pas très agréables en entreprise. Et lorsque je suis partie en congé maternité, j'ai rangé mon bureau et je savais que je ne reviendrais pas dans cette entreprise, que je ne reviendrais pas dans ce bureau. J'ai donc entamé une reconversion professionnelle. Maintenant, je suis à mon compte depuis 4 ans. Je suis le bras droit, c'est-à-dire le couteau suisse des entrepreneuses du monde digital, gestion de projet, automatisation, customer care, formation, emailing, social media management. C'est des mots que j'adore, moi, pratiquer au quotidien et tout ça au service de mes clientes. Et oui, et tu travailles dans l'ombre, justement, tu n'aimes pas la lumière. Non, clairement pas. Depuis quand es-tu maman et combien d'enfants as-tu? Je suis l'heureuse maman de 3 enfants. Donc la plus grande s'appelle Lilou, elle va bientôt avoir 16 ans. Elle adore l'équitation depuis qu'elle a 3 ans, je crois. Les livres, toujours plongée dans un livre et bien sûr les voyages, comme toute adolescente qui veut conquérir le monde. J'ai en deuxième un petit garçon, un grand garçon maintenant, j'ai toujours l'impression qu'il est tout petit, qui s'appelle Andy, qui a 11 ans. Lui, c'est le sportif de la famille. Je pense qu'on partage quelque chose en commun toutes les deux, mais moi je connais tous les gymnases de hand de la région. Je pense que c'est la même chose pour toi. Exactement, parce que ma deuxième aussi est passionnée de hand. Tu vois, le week-end prochain, il faut que je l'amène à Bonn, c'est à 2h30 de chez moi. Ah, punaise. Et enfin, le petit dernier, celui qui a un peu tout chamboulé dans l'histoire, qui s'appelle Charlie et qui a 5 ans maintenant. Alors, on va justement y revenir. Peux-tu nous raconter comment nous nous sommes rencontrés?
En fait, quand je pense à toi, j'ai tout de suite l'image devant les yeux de exactement où j'étais la première fois où je t'ai parlé. J'ai choisi de changer de vie, j'ai fait un bilan de compétences et en moins de 10 minutes, on m'a dit, mais vous devez pas être salarié, vous devez être à votre compte. Et donc, j'étais tranquillement sur Facebook et là, d'un seul coup, une publicité qui est apparue pour la tribu et j'ai pris rendez-vous. C'était un rendez-vous avec toi pour les motivations, pour tout ça. On a échangé toutes les deux et à ce moment-là, j'ai su que ce coup de fil allait changer ma vie et clairement, il a changé ma vie. Donc, j'ai suivi la formation, je me suis lancée quelques mois plus tard et puis, avec la vie qui évolue, j'ai eu l'opportunité et l'énorme chance de pouvoir rejoindre l'équipe il y a maintenant un peu plus d'un an, je crois. Et c'était pour moi une sorte de donnant-donnant, en fait. Après tout ce que la tribu avait pu m'apporter, c'était la belle occasion pour moi de passer de l'autre côté, de t'aider, t'accompagner à mon tour, à aider d'autres mamans à changer de voie et changer de vie, parce que moi, c'est juste waouh, tout ce changement de vie pour moi. Ouais, et c'est vrai qu'effectivement, tu m'accompagnes, ça fait plus d'un an même, je crois qu'on doit être à quasi 2 ans, le temps passe vite. En effet. Mais c'est vrai que tu m'accompagnes énormément, donc justement en sous-marin sur un peu tous les outils techniques, les emails, enfin voilà, tout ce qui arrive aux gens, mais que les gens ne savent pas qui le fait derrière, c'est souvent toi qui es derrière un peu tous les rouages de la tribu digitale. Alors si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout pourquoi? En fait, j'ai longtemps réfléchi à cette question. J'ai pas vraiment de modèle de femme défini. Forcément, j'admire toutes les femmes fortes comme Michelle Obama ou Kamala Harris, mais j'aurais aimé trouver une femme qui soit dans la défense des droits des enfants. Vraiment, une femme qui soit là dans une démarche de protection, de respect, d'égalité des enfants. Avec Charlie, ça m'a ouvert les yeux beaucoup. Tout ce qui est éducation dans les pays scandinaves reste pour moi un vrai modèle, en fait, pour permettre aux enfants de grandir dans le respect et la bienveillance. Donc peut-être un jour un nom scandinave sortira de mes réflexions, mais pour l'instant, il y en a pas. Bon, ok. Alors, pour entrer justement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant la naissance de ton troisième et puis à quel moment tu as compris qu'il avait des besoins différents et comment tu as vécu, on va dire, ce moment, cet apprentissage où ça t'arrive face aux yeux et tu te dis, waouh, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Clairement. Bon, au début, j'ai été salariée, comme je l'ai dit. Pour les premières années d'enfance de Lilou et Andy, j'étais salariée. Je reste une grosse maman poule, mais j'étais aussi une femme qui voulait vraiment mener une carrière professionnelle épanouie et prendre des responsabilités. Et donc, avec mon côté un peu excessif, entière, investi dans tout, ça débordait souvent sur ma vie personnelle. Ma fille Lilou râlait un petit peu souvent de mon absence, même à la maison, à travailler sur 2 ou 3 dossiers. Et ça a commencé à me faire douter de mes envies professionnelles, de ce que je voulais faire. Mhm. Et puis, arrivé du troisième enfant, le souhait d'avoir un troisième enfant. Et ça s'est pas aussi bien passé que pour Lilou et Andy, c'est-à-dire que j'ai vécu des années un petit peu compliquées pour arriver à avoir Charlie, comme nombreuses femmes peuvent le vivre. Donc j'ai eu la tristesse, voilà, le désagrément de vivre 3 grossesses qui n'ont pas abouti avant d'arriver à Charlie. Et donc je devais parfois m'absenter de mon travail. Et ça se passait pas très très bien. J'ai une anecdote très particulière qui est assez frappante, c'est que je suis revenue d'une fausse couche et j'avais eu une semaine de repos pour me reposer de ça. Et quand je suis revenue, mon chef, mon responsable, qui savait exactement pourquoi je m'étais absentée, m'a dit: Alors, t'as passé une belle semaine de vacances? Waouh! Ah ouais. Donc là, j'ai fait: Il y a un truc qui cloche. Oui, c'est clair. Non, je n'étais pas en vacances en fait. Merci. Là, des choses ont commencé à mûrir dans ma tête. Avec mon mari, on échangeait beaucoup. Et puis quand la grossesse de Charlie a commencé à se développer correctement, si on peut dire, j'ai compris qu'il fallait que je change dans ma vie professionnelle et même dans ma vie personnelle, dans le sens où il fallait tout quitter. Donc de partir vers autre chose, de déménager complètement. Et à l'époque, en fait, je me disais, on va changer de vie, on va aller ailleurs, mais je resterai salariée. Et puis bah, Charlie est arrivé, on a choisi, on a trouvé pour déménager, on a déménagé, on a changé de vie. En fait, on voulait vraiment changer de vie. Et puis après, il y a eu le confinement. 2 semaines après notre déménagement, dans une nouvelle région, dans un nouvel endroit, avec tout un nouvel environnement, confinement. Ce qui fait que Charlie est resté avec moi bah, ses premiers mois à 100%, et avec son frère et sa sœur. Son père travaillait, il était réquisitionné, comme on dit. C'était un bébé qui était calme, mais qui nécessitait qu'on soit toujours avec lui. Il avait besoin de contact, de présence, il savait pas s'endormir tout seul, il avait vraiment besoin qu'on soit toujours avec lui. Mhm. Et moi, ça me chamboulait pas trop, parce que ça me permettait de rester très maman poule et de pouvoir continuer d'être là avec lui. Et puis, quand il a commencé à avoir 13, 14 mois, moi, je commençais à développer ma société grâce à la tribu. Je commençais à entamer une nouvelle vie pro et je voulais aussi que Charlie puisse côtoyer d'autres enfants pour voir comment la sociabilisation, etc. Donc je l'ai placé en crèche 2 jours par semaine. C'est là que ça a commencé en fait. Là déjà, premier soupçon, parce que d'un seul coup, on l'a placé en crèche, il s'est arrêté de parler. C'était un enfant qui commençait déjà à babiller, à sortir des petits mots, à dire le fameux maman qu'on Mhm. attend tous et qu'on veut tous entendre. Et pendant 6 mois, il n'a plus jamais prononcé un seul mot. Il faisait des gestes, il faisait des signes, il faisait des onomatopées, mais les mots qu'il avait commencé à prononcer avant, il s'est arrêté d'un seul coup de les prononcer. Waouh. Ah, ça doit être perturbant là déjà.
Oui, et en même temps, on s'en rend pas compte sur le moment parce qu'on est tellement dans un cocon de se dire, bah, ok, ça va évoluer ou oui, il est en train de développer d'autres choses, comme on dit toujours. On a des premiers trucs, mais on s'en rend pas compte. Donc, la période de crèche s'arrête parce que ils ont plus de place en crèche. Il revient à la maison avec moi et quand on revient autour des 2 ans, là, on retrouve une autre place dans une autre crèche, une micro-crèche, donc un cocon plus petit. Et là, ça commence à encore plus s'accentuer, c'est-à-dire que là, je commence à recevoir de la part de l'encadrement des remarques qui sont parfois bien tournées, dans le du type, bah, il joue pas avec les autres, c'est bizarre, ou bah, pour manger, il faut qu'il soit à l'écart, il ne supporte pas de manger avec les autres. Il semble un peu différent, le mot différent commence à arriver. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus directs, du genre, mais il est, je vais pas dire de gros mots, mais il est un peu bête, votre enfant, là, il y a quelque chose qui cloche dans sa tête. Ah ouais, ça c'est chaud. Donc, le jour même où on m'a dit cette réflexion, j'ai appelé la pédiatre et j'ai dit, il faut que vous voyiez Charlie, il y a quelque chose peut-être. Et elle, à l'inverse, elle est pas du tout affolée. Elle me dit, oui, il a peut-être un développement différent des autres, mais moi, je vois rien d'anormal. Pour moi, il y a rien de particulier. Et là, l'entrée en petite section, j'arrive tranquillement. Premier jour, je l'amène à l'école. Dans ma tête, je vais venir le déposer. Donc voilà, bonjour, je vous amène mon fils. À midi, je viens le récupérer quand même, on va manger ensemble. Et puis cet après-midi, je vous le remets, hein, comme ça. Et puis 4 jours par semaine. Puis je me dis, là, on mange au début, mais après, il mangera à la cantine, ça va. Il va s'habituer, comme tous les autres enfants, comme le Lilou l'a fait, comme Andy l'a fait. Et en fait, dans la réalité, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que à midi, je suis revenue le chercher, elle m'a donné le sac et elle m'a dit, bon, bah à demain. J'ai fait, mais vous le reprenez pas cet après-midi? Ah non, non, on va pas le reprendre cet après-midi. Et ça, Ah, comme ça, pendant toute son année de petite section. waouh. Et pas de justification, rien du tout, quoi. Non, non, là, le premier jour, ça a été, bah non, non, on va le laisser doucement s'acclimater. Et puis bon, petit à petit, on m'a fait remplir un papier pour me dire, bah vous le garderez tous les après-midi quand même, hein. J'ai fait, bon, d'accord. Et je le vois aussi dans son comportement, c'est-à-dire que tous les matins, c'est une galère à l'amener à l'école. Il hurle pour entrer en classe. En classe, on me signale qu'il ne fait aucune activité de groupe, pas de regroupement, pas de chansons, pas de comptines, enfin tout ce qu'un enfant découvre à l'école en petite section. Non, Charlie, il était dans son coin, il s'intéressait qu'à des domaines particuliers, donc la maîtresse lui avait mis des dinosaures et des animaux dans un coin et il jouait avec les dinosaures et les animaux et les voitures. Connaît tous les noms des dinosaures par cœur, par contre, hein. Ça, là, je suis une spécialiste du nom de dinosaures. Puis bien sûr, alors le repas à la cantine, on n'en parle pas, hein. Je me rappelle encore la fois où on a voulu faire un test et on m'a appelé en disant vous pouvez venir le chercher. Je l'ai récupéré, il était prostré sous la table et sa future théorique maîtresse de moyenne section me l'a rendu en me disant mais de toute manière, je vais le mater, votre gamin. Ah bah c'est sympa. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose qui va pas le faire. Et donc il y a eu plein de passages. Quand on a un moment compliqué, on dit toujours qu'on vit un certain nombre de phases particulières. Donc d'abord je me suis sentie coupable, après je comprenais pas, après je me suis dit non mais c'est pas possible, j'ai refusé le fait. Et puis petit à petit en fait j'ai accepté qu'en fait il était différent. Et je suis partie dans une démarche de me dire que de toute manière, au final chaque être vivant, chaque être humain est différent, chaque enfant est unique et différent. Oui, il est peut-être un peu plus différent des autres, mais comme tout autre enfant. Suite à cette réflexion de la maîtresse, on a décidé de le changer d'école. Et en moyenne section, donc on l'a mis dans une autre école, où là, par contre, on a eu beaucoup plus d'accompagnement de l'équipe éducative qui nous a accompagnés, nous a permis que chaque jour il grandisse, que petit à petit il se sente un peu plus comme les autres, même si il a toujours ses différences. Et actuellement, on est en grande section. Scolairement, il n'y a aucun souci, comme me dit la maîtresse. Après, c'est plus dans ses relations sociales, dans sa partie gestion des émotions, qu'il vit parfois, souvent, des moments compliqués. Mais il a un vrai accompagnement, un vrai support et de l'équipe enseignante et de tous les autres enfants de sa classe, donc c'est super cool, quoi. Et oui, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais finalement, l'équipe éducative est hyper importante. Et on peut voir d'une école à l'autre que ça se passe pas du tout de la même manière. Malheureusement, quand l'équipe éducative et la directrice aussi, hein, qui est hyper importante, n'impulsent pas de la bienveillance, de l'écoute, de la compréhension, et puis une vraie relation avec les parents. Et malheureusement, c'est quand même assez fréquent qu'on ait des différences dans les écoles qui soient le jour et la nuit, comme on dit. Ah, c'est clair. J'ai bien vécu le jour et la nuit, moi. Ouais. Alors forcément, ça a eu un impact en fait sur ta carrière. Est-ce que tu peux nous décrire cet impact et puis aujourd'hui ton organisation quotidienne puisque notamment tu as décidé de te reconvertir? Je pense qu'on a tous compris, hein, le moment et le moment clé de ça, ça a été son entrée à l'école. Moi, vraiment, j'étais persuadée quand je l'ai déposé à l'école que j'allais à ce moment-là pouvoir consacrer donc X heures sur mon business. J'avais mon planning bien établi, un chef de projet, hein, ça se change pas, j'étais comme ça. Donc, je savais que pendant ces heures d'école, j'allais me consacrer à mon business. En dehors, tranquillement, comme toute maman, j'allais me consacrer à mes 3 enfants, équilibre vie pro, vie perso. Et donc, tout était prêt. Et là, clairement, ça a été une grosse chute, une vraie tombée de haut. Et en même temps, je me suis dit, mais waouh,
waouh, j'ai bien fait en fait. Clairement, j'ai bien fait de choisir de me reconvertir, d'être complètement autonome dans mon planning. Je peux gérer mon planning comme je veux et donc être vraiment là pour mes enfants avec leurs différences, avec leurs soucis et sans avoir à rendre de compte à personne, quoi. Dans mon ancienne entreprise, quand il était 18h et que je partais chercher mes enfants, on me disait, bah, tu pars déjà? T'as plus de lumière à ton vélo? Non, j'y vais. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, un des points essentiels, c'est cette liberté de pouvoir organiser son planning et de pouvoir finalement organiser ses horaires et faire rentrer sa vie de maman en priorité par rapport à son travail. Alors que lorsqu'on est salarié, c'est d'abord le travail, puis après on essaye comme on peut de gérer sa vie de maman et c'est pas forcément toujours évident, surtout dans la société patriarcale dans laquelle on est. Tu es passée du coup de salariée à entrepreneuse, tu as créé ton activité. Quelles ont été les plus grandes difficultés dans cette transition? Parce qu'il y a des difficultés professionnelles et du coup, il y a aussi pour toi des difficultés personnelles parce que tu as dû revoir ton planning de chef de projet que tu avais établi aux petits oignons. Comment tu as surmonté ces difficultés et est-ce que tu as réussi à trouver de l'aide, du soutien? Enfin voilà, grosso modo, comment tu as pu dépasser et puis organiser vraiment ta vie au quotidien? En fait, quand j'ai commencé à vivre tous ces moments-là, je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est faut que je vive au jour le jour. Je peux pas planifier comme je souhaitais le faire, mes semaines, comme tu dis, aux petits oignons, pour dire, ah bah, à telle date, je vais faire ça, à telle date, je vais faire ça. Parce que chaque matin, à chaque fois que j'amenais Charlie à l'école, maintenant moins, mais au début, à chaque fois que j'amenais Charlie à l'école, je ne savais pas s'il allait rentrer en classe ou s'il allait devoir repartir avec lui parce que la crise était trop forte. Et ça m'est arrivé des fois, pour le bien-être de mon enfant, de le ramener chez moi. Ça servait à rien qu'il reste 4 heures à hurler dans une salle. C'était pas le but. Et au tout début, c'est vraiment ce manque d'accompagnement et de support qui a été compliqué. Parce que quand on a un enfant différent, il faut être capable d'affronter des remarques qui sont parfois un peu déplacées et ne pas être capable de répondre en disant oui, mais c'est parce qu'il a ça. Un enfant qui a du diabète, on va pouvoir dire oui, mais il faut lui donner ça parce que il a du diabète. Là, il est différent et on ne sait pas dire en quoi il est différent et pourquoi il est différent. Donc très peu d'aide, très peu de soutien et au début, pas complètement savoir comment faire pour l'aider, pour l'apaiser. C'est en grandissant, c'est en le voyant aussi évoluer qu'on est capable de l'accompagner. Ça a été très difficile et c'est vraiment cette partie de savoir gérer au jour le jour, prendre les choses comme elles viennent, tout doucement, avancer pas à pas. Tout le monde est plein de bons conseils, hein. On me dit, bah, allez voir un psychologue et puis vous verrez, dans 6 semaines, ça sera terminé. Ça fait 2 ans qu'il y est. Voilà. Et en parallèle, bah, il faut être capable de continuer à faire grandir l'entreprise et aussi, surtout, être présent pour le reste de la famille parce que Charlie, il a une grande sœur, un grand frère et qu'il faut pas les oublier. Ils ont tout aussi besoin d'attention. Mm. J'ai tendance à dire lâcher prise, vivre au jour le jour, accepter ce qui peut arriver à tout moment. C'est à l'opposé de mon côté gestionnaire de projet, mais voilà, c'est comme ça. Et oui, et c'est vrai qu'effectivement, c'est pas forcément évident de se dire, bon, bah, il y a des situations que je ne contrôle pas, mais il faut que je fasse avec. On a souvent tendance à vouloir tout contrôler, que ce soit avec les autres, que ce soit dans sa vie, etc. Mais en fait, il y a plein d'éléments qu'on contrôle pas. Et ce qui est vraiment différenciant, c'est se dire, OK, bon, bah, là, j'ai une situation difficile, quelque chose que je contrôle pas, mais comment je fais finalement pour m'y adapter? Ça demande une certaine agilité, c'est pas forcément évident. C'est clair, c'est lâcher prise. Exactement. Alors maintenant, comment tu gères au quotidien cette conciliation entre ton activité, son développement et puis les besoins spécifiques de Charlie? Alors maintenant, on est mieux qu'en petite section, hein. Il est en grande section. Encore une fois, comme je l'ai dit, quand il a changé d'école, là, on a trouvé un vrai support. L'équipe éducative, l'équipe enseignante, ils nous ont donné des pistes, ils nous ont montré qu'il existait des structures pour nous accompagner, même si honnêtement et sincèrement, c'est pas super limpide et clair. S'ils n'avaient pas été là, j'aurais jamais su. Et je pense qu'il existe aussi plein d'autres choses qu'on ne connaît pas et qu'on va apprendre au jour le jour. Donc j'ai plein de nouveaux mots qui apparaissent dans mon vocabulaire, hein, les DPH, AESH, PAP, dédicat, enfin plein d'autres mots comme ça. Première fois qu'on me l'a dit et même encore des fois, on me dit des mots et je fais on apprend tous les jours. Ce qui est bien, et pour moi et pour Charlie, c'est que maintenant il va à l'école et le matin et l'après-midi. Il y a beaucoup moins de crises pour rentrer, enfin en tout cas il y a plus de hurlements et de batailles pour l'amener à l'école. Et chaque jour, petit à petit, il apprend à mieux gérer ses émotions, ses peurs et à se canaliser. Moi, ça me permet aussi de mieux m'organiser, mais c'est pas non plus l'idéal, quoi. Clairement, Charlie, il a un agenda de ministre. Je pense qu'il a un agenda plus compliqué que le mien encore parce qu'il a l'école, mais il a aussi 2 à 3 rendez-vous par semaine avec des professionnels de santé. Donc il doit à la fois travailler pour l'école, à la fois gérer ses émotions et aussi être capable de travailler avec les professionnels de santé. Bon après,
Ce qui se rajoute à tout ça, c'est que Charlie, il a pas encore d'AESH, donc de personne qui est là pour l'aider et l'accompagner à mieux gérer ses émotions au sein de l'école. Ouais. Donc, je suis son AESH privilégié et donc je fais toutes les sorties scolaires. J'étais encore hier matin au cirque avec lui. Moi, je trouve ça cool parce que je partage plein de moments avec lui, avec les autres enfants et ça me permet aussi d'ouvrir les yeux sur cet autre monde et aussi cette bienveillance que peuvent avoir les autres enfants. Donc, j'ai dans mon agenda, si je devais concrètement le nommer, des tonnes d'agendas Google différents, un pour chacune de mes clientes, mais aussi un perso, un familial, un Charlie, et on jongle entre tous ces agendas. Comme beaucoup de mamans, je suppose, moi, ça me permet, moi, de fragmenter mes activités et surtout d'être vraiment focus sur les différents sujets quand je suis sur un sujet particulier. Et puis, on est toutes les deux un peu dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de nocturnes pour continuer de travailler et d'avancer sur les sujets. C'est vrai qu'on se retrouve souvent le soir assez tardivement sur WhatsApp ou sur Slack pour pouvoir échanger. Alors moi, pas pour les mêmes raisons que toi, mais c'est vrai qu'effectivement, je suis plus productive le soir. J'ai toujours plein d'idées et j'ai toujours du mal à me coucher un peu tôt. Tous les matins, je me dis, mais j'aurais dû me coucher plus tôt. Et puis tous les soirs, c'est là où j'ai le plus d'énergie, où je suis à fond. Je compatis et je suis un peu pareil. Bon, en tout cas, effectivement, ça te permet, cette nouvelle vie, je dirais, et cette reconversion professionnelle, ça te permet finalement d'être au plus proche de ton fils, même si ça demande de jongler. Et c'est vrai que moi, je fais un peu comme toi, j'ai un agenda dans lequel je vis toutes les activités de tout le monde. Donc là, par exemple, hier, je faisais un point avec ma fille parce qu'elle me dit, bah, donc ce week-end, faut que tu m'emmènes à Bonn. Après, le, je sais plus quoi, 15 mars ou machin, il y a tel truc, tel machin, tel bidule. Donc du coup, j'ai dit, attends, faut que je note dans l'agenda parce que si c'est pas dans l'agenda, pour moi, ça n'existe pas. Donc il y a vraiment absolument tout. Emmener tel enfant chez tel copain, emmener à telle activité, etc. Et effectivement, même mon mari, il a toutes ces activités. Donc, quand on doit planifier, si on a un déplacement ou autre, ben, on regarde mutuellement dans l'agenda. Ah, c'est bon, il est disponible ou elle est dispo. Je peux mettre un déplacement. Sinon, bah, je peux pas ce jour-là. Faut que je décale. Je fais avec ma fille, quand elle me dit, ah, il faudrait un, je fais, tu me mets quelque chose dans mon agenda. Moi, si c'est pas dans mon agenda, je fais pas. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que ça change la donne. Mais du coup, il y a des choses qu'on oublie. Tu vois, hier soir, à titre d'exemple, ma dernière avait un cours de théâtre, c'était pas prévu. Et je l'ai pas mis dans l'agenda. Et en fait, trois quarts d'heure après, je reçois un texto de la prof du genre, tout va bien, machin. Je suis, oh, j'ai complètement oublié le cours de théâtre. Donc, je me suis fondue en excuses pour la prof en disant, oui, oui, mais en fait, je l'ai zappé, je suis désolée. Voilà. Tout dans C'est l'agenda. ça. L'agenda, ça change la vie. Alors, quel est le message que tu souhaiterais faire passer aujourd'hui aux mamans qui se sentent dépassées, qui hésitent à revoir leur organisation? Peut-être parce qu'elles sont dans une situation similaire à la tienne ou carrément autre, hein, parce qu'on peut aussi aider ses parents, ses beaux-parents, un frère, une sœur, etc. En fait, c'est vraiment le lâcher prise. C'est vraiment le mot qui résume tout, en fait. On veut toutes être des superwoman qui peuvent jongler entre la vie pro, la vie de maman, la vie d'épouse, la vie perso aussi, parce qu'il faut aussi penser parfois à s'occuper aussi de soi. Mais parfois, il faut aussi admettre que, bah, on peut pas tout faire, en fait. On peut pas tout maîtriser, on peut pas tout cadrer. Et donc, moi, je me dis des fois, mais lâche-toi la grappe, focus-toi sur tes priorités, être résilient sur tout ce qui est moins important. Les priorités, pour moi, en tout cas, c'est le bien-être, l'épanouissement de mes enfants et puis mon équilibre perso-pro, parce que je pense que c'est important de savoir lâcher prise et d'accepter qu'il y a des imperfections et c'est comme ça et c'est dur hein, pour moi. Moi, je suis une méga perfectionniste d'origine, mais voilà, il faut parfois lâcher prise et puis se dire que mine de rien, c'est aussi grâce à l'entrepreneuriat que j'ai appris ce lâcher prise parce que quand on se met à son compte, on a tous les jours de nouvelles surprises et il faut savoir s'adapter et c'est la même chose dans la vie perso, surtout quand on a un enfant comme ça qui est un petit peu différent, qui nous permet de revoir toute notre façon de penser et notre façon de travailler. Mais toujours rester positif, c'est ce que je me dis. Je me dis toujours un pas de plus vers la suite et rester positif. Ouais, effectivement. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles qui aimeraient se réinventer justement pour adapter leur carrière à leur vie de famille, mais qui ne savent pas par où commencer? Moi, je dis chaque chose en son temps, technique des petits pas. Si on est convaincu déjà qu'il faut changer de vie, qu'on veut changer de carrière, si on est persuadé que pourquoi on veut faire ça, c'est le bien-être de notre famille, alors pourquoi hésiter? Ok, c'est très bateau, mais on dit bien on n'a qu'une vie et donc il faut en profiter et faire en fait que la fameuse expression chaque jour compte. La question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer en fait? Restez curieux, développez-vous, regardez autour de vous, regardez le monde professionnel sous un autre prisme, sous un autre angle. Qu'est-ce qui vous fait vibrer tous les jours? Qu'est-ce qui fait que vous lèveriez le matin pour aller travailler?
travailler, même si ce serait presque même plus un travail en fait, ça deviendrait une passion. Vous auriez plus à vous dire le dimanche soir, oh là là, faut que je retourne au travail demain matin. Là là, c'est vraiment ça. Honnêtement, moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est il y a un signe qui arrivera pour vous guider. J'ai regardé à droite à gauche et pouf, une publicité, une publication de la tribu digitale et voilà, 5 ans après, je suis à mon compte et ça me permet d'adapter ma vie au bien-être de ma famille. Effectivement, souvent on dit que finalement les planètes s'alignent sans qu'on s'en rende compte. Et c'est un peu ce que tu racontes là dans ce parcours-là, c'est-à-dire que tu as commencé à te poser des questions et puis bim, il y a eu un signe. Et puis tu t'es laissé guider. Puis aujourd'hui, 5 ans après, finalement, tu es là où tu dois être. Exactement. Alors pour terminer cette passionnante interview, est-ce que tu as une réussite, un moment à nous partager et bien sûr en relation avec le sujet du jour? En fait, être maman d'un enfant qui est atypique, qui est différent, encore une fois, j'insiste sur qu'est-ce que c'est que la différence, où se situe vraiment la différence, ça m'a appris à regarder tout ce qui est parentalité et éducation sur vraiment un autre prisme complètement différent, complètement ou presque complètement à l'opposé du modèle d'éducation que j'avais pu recevoir. Chaque jour qui passe, j'essaye de partager des moments qui sont hors normes avec mes enfants, mais aussi de les considérer d'égal à égal, de m'autoriser à me comporter comme un enfant que, en fait, j'ai jamais cessé d'être finalement, pour leur permettre de grandir sereinement. Donc oui, il y a un cadre pour les aider à grandir. C'est pas open bar comme on dit, hein. On met quand même des cadres et des limites à tout, mais je leur laisse la liberté d'exprimer qui ils sont et qui ils veulent être, ainsi se détacher du regard de l'autre qui peut parfois être blessant et assez culpabilisant. Donc moi, ma réussite, elle est là, clairement. C'est voir à la fois mes enfants, mais aussi tous les autres enfants quand je vais en sortie scolaire, qui naturellement viennent vers moi pour me raconter 1000 choses que peut-être je n'aurais pas dû savoir, mais qui viennent me raconter 1000 choses sans peur d'être jugée, d'être réprimandée. Moi, ça me permet de rigoler aux vidéos TikTok avec mes enfants et collecter les flammes, comme on dit sur TikTok, d'essayer toutes les trends à la mode. Clairement, sans Charlie et sans Lilou et sans Andy, qui ont été là pour accepter leur frère tel qu'il est, ça aurait pas été possible. Donc on serait passé vraiment à côté de super tranches de rigolade. Et ma réussite, elle est là en fait. C'est de voir mes enfants épanouis et de voir Charlie se développer malgré sa différence avec son frère et sa sœur. Waouh, et ben merci en tout cas pour ce partage qui est extrêmement vibrant, je trouve. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aussi aujourd'hui pour partager ton témoignage. Je sais que c'est une grosse sortie de zone de confort pour toi parce que tu adores être derrière, mais tu détestes être au devant de la scène. Mais je trouvais que ton parcours était vraiment extraordinaire parce qu'il montre qu'il est possible de repenser son équilibre professionnel et personnel, même dans des situations complexes, pour pouvoir créer une vie qui nous correspond et surtout qui corresponde aux besoins de nos enfants et à nos propres aspirations. Alors à toutes et à tous, si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec d'autres parents qui pourraient en avoir besoin ou tout simplement à lui donner de la force sur votre plateforme préférée en le likant ou en le commentant. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout prenez soin de vous.